À 4 heures du matin, le 16 septembre 2025, 57 camions prétendument humanitaires furent arrêtés à la frontière du Burkina Faso, cachant armes, missiles et explosifs prêts à semer le chaos. Ibrahim Traoré ordonna « Aucun camion ne doit passer ». Une seule décision ferme transforma une simple alerte militaire en tournant historique, révélant un arsenal évalué à plus de 700 millions de dollars. Qui aurait cru qu'un petit pays pourrait déjouer un complot transfrontalier et changer le cours des événements en une seule nuit? Dès le premier instant, il devint clair que la décision d'Ibrahim Traoré allait définir le destin du Burkina Faso. La transparence était la promesse, informer la population plutôt que de dissimuler la menace. Cette approche offrait un double bénéfice: maintenir la confiance des citoyens et envoyer un message clair aux acteurs extérieurs. Les habitants de Ouagadougou, avertis de la saisie, comprirent que chaque action comptait et que la vigilance collective pouvait transformer la peur en force. Le pays se trouvait à un carrefour stratégique. Les enjeux n'étaient pas seulement militaires, mais également politiques et diplomatiques. Si la manœuvre échouait, elle aurait pu fragiliser la souveraineté nationale et compromettre la stabilité régionale. Au contraire, le succès de cette opération démontrerait que même un État modeste pouvait résister à des pressions internationales massives. Cette leçon allait au-delà des frontières. Elle promettait d'inspirer d'autres nations africaines à adopter la transparence et la discipline comme instrument de sécurité et d'émancipation. Et maintenant, une question s'impose. Qui oserait encore sous-estimer la détermination de Traoré face aux intérêts étrangers? L'anticipation est posée, les enjeux sont clairs et la scène est prête pour le prochain révélateur. Dès les premières heures, les enquêteurs burkinabés découvrirent l'ampleur du dispositif. 57 camions provenant de routes distinctes, convergeant à la frontière comme les pièces d'un puzzle clandestin. Plus de 25 000 AK-47, 10 000 M16, 70 000 grenades, 2500 lance-roquettes et 50 tonnes d'explosifs étaient cachés sous des sacs d'aide humanitaire. Le calcul politique était clair. Si ces armes avaient franchi la frontière, elles auraient pu déstabiliser le pays en quelques heures. Ibrahim Traoré, en dévoilant publiquement ces chiffres, transforma un incident de contrebande en symbole de résistance souveraine. La scène était spectaculaire, mais l'enjeu dépassait la visibilité médiatique. Il fallait comprendre qui orchestrait ce convoi, quels réseaux de financement transnationaux étaient impliqués, et comment le pays pouvait se défendre contre cette ingérence. En moins de 24 heures, les premiers rapports révélèrent que chaque camion avait été planifié pour se rejoindre à la frontière, prouvant une coordination minutieuse à l'échelle régionale. Les arrestations se succédèrent. Chauffeurs, logisticiens, intermédiaires. Chaque fil tiré dévoilait un réseau plus vaste, incluant 9 nationalités et des relais financiers internationaux. Les Burkinabés prenaient conscience que la menace venait à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, au sein même de certaines institutions. Face à cette réalité, Traoré transforma la peur en discipline, ordonnant que chaque enquête soit filmée et publiée. Une question cruciale se posait alors. Un pays pauvre en ressources pouvait-il résister à une machination à plus d'1 milliard de dollars? La réponse commençait à émerger. La transparence de Traoré ne servait pas seulement à rassurer, elle était un message fort. Le Burkina Faso n'était plus une victime passive, mais un acteur décisif dans la recomposition géopolitique du Sahel. Cette révélation jetait les bases d'un réveil collectif et d'une stratégie nationale fondée sur la vigilance et la lucidité. Autour d'Ibrahim Traoré, une cellule de crise fut immédiatement constituée, dirigée par le général Zabou et le ministre de la Défense Sadou. Leur mission était claire: identifier l'origine du réseau, localiser les entrepôts et comprendre qui, à l'intérieur du pays, avait facilité le passage des camions. Dès les premières enquêtes, le chauffeur Marcandou Zongo avoua avoir reçu des ordres d'une société écran basée au Togo. Sa confession entraîna une vague d'arrestations, révélant les ramifications logistiques et financières du complot. L'impact fut immédiat sur le terrain. Les officiers de sécurité sur les routes comprirent que chaque action comptait, que la vigilance individuelle était essentielle pour la réussite collective. Les Burkinabés voyaient que la menace ne venait pas uniquement de l'extérieur. Des institutions locales avaient été infiltrées et chaque citoyen avait un rôle à jouer pour restaurer l'intégrité du pays. Traoré transforma la peur en discipline.
exigeant que toutes les opérations soient documentées et transparentes. Chaque étape, chaque arrestation, chaque saisie était filmée et communiquée à la population, instaurant un climat de confiance et de responsabilité. Cette méthode permit à la nation de mesurer concrètement sa résilience, tout en maintenant la cohésion sociale et en donnant aux citoyens un rôle actif dans la protection de la souveraineté nationale. Le message était clair, la vigilance collective est la première ligne de défense. Grâce à la coordination entre le gouvernement, l'armée et la population, le Burkina Faso démontrait qu'un pays confronté à un complot d'envergure pouvait réagir avec efficacité et lucidité, transformant une crise potentielle en exemple de gouvernance proactive et d'autorité morale. L'opération se déploya rapidement. Dès le deuxième jour, 23 entrepôts furent perquisitionnés simultanément à travers Ouagadougou et ses environs, révélant 17 caches supplémentaires d'armes et de munitions. Les arrestations se multiplièrent. Logisticiens, intermédiaires et complices locaux furent interpellés en moins de 48 heures. Chaque fil tiré par les enquêteurs révélait de nouvelles ramifications, exposant une coordination transnationale minutieuse et un réseau de financement sophistiqué. Au centre de commandement, Ibrahim Traoré suivait les opérations en direct. Les communications cryptées interceptées par les services de renseignement confirmaient l'ampleur de la menace. Ces armes n'étaient pas destinées à des groupes isolés, mais à une coalition d'intérêts étrangers visant à rétablir l'ordre selon leur agenda. À midi, le premier nom fut identifié. France Bongo, un logisticien lié à plusieurs anciens ministres. Sa confession devint un pivot de l'enquête, dévoilant que Paris, Washington et Abidjan avaient donné leur feu vert tacite à l'opération. Chaque étape de la journée illustrait l'efficacité et la discipline imposées par Traoré. Les arrestations publiques et la documentation systématique transformèrent la peur en transparence. Les citoyens, désormais informés, suivaient chaque annonce à travers les médias locaux et les radios communautaires. La coordination entre l'armée et les institutions civiles démontrait que le Burkina Faso pouvait contrer des complots d'envergure internationale tout en gardant le contrôle narratif. Les journées suivantes renforcèrent la vigilance. Les experts militaires évaluèrent l'arsenal saisi comme suffisant pour renverser un gouvernement en quelques heures, confirmant l'importance stratégique de l'action rapide de Traoré. La transparence permit de neutraliser la propagande et d'éviter la panique. Dans les quartiers, les habitants prenaient conscience de l'ampleur du défi et de leur rôle dans la protection de la nation. La séquence des événements illustrait le cycle d'activation, de climax et d'aftershock. La découverte initiale des camions constitua l'activation, la coordination des perquisitions simultanées et les révélations de complicité étrangère représentèrent le climax, et la diffusion publique des opérations et des arrestations produisit l'aftershock, consolidant la confiance nationale et internationale dans la capacité du Burkina Faso à gérer la crise. Ainsi, l'action d'un seul dirigeant transformait un incident isolé en une démonstration de puissance morale et organisationnelle, plaçant Ibrahim Traoré au centre d'une stratégie nationale exemplaire et laissant une leçon claire. La vigilance et la transparence peuvent neutraliser même les complots les plus complexes. Les données concrètes furent accablantes. Ibrahim Traoré présenta la liste complète du matériel saisi devant le Conseil de sécurité, 25 000 AK-47, 10 000 M16 et 70 000 grenades. Chaque chiffre représentait non seulement une menace militaire potentielle, mais aussi une preuve tangible de la sophistication du complot. Ces armes, disséminées à travers 9 nationalités et diverses routes logistiques, soulignaient l'ampleur transnationale de l'opération. Autre révélation importante, 2500 lance-roquettes et 50 tonnes d'explosifs. La valeur totale de l'arsenal dépassait 700 millions de dollars, soit environ 12% du PIB national, une somme qui, investie autrement, aurait pu financer près de 1000 écoles. Chaque statistique fut accompagnée d'une explication claire. Le nombre d'AK-47 suffisait à submerger les forces locales en quelques heures, les lance-roquettes augmentaient le potentiel destructeur, et la valeur économique traduisait l'ampleur de la menace pour la souveraineté. Traoré ordonna la documentation minutieuse de chaque élément, numéro de série, origine et mode de transport.
En combinant ces données, les enquêteurs identifièrent qu'un tiers des fusils provenaient d'anciens stocks libyens, un autre tiers du Yémen, et environ 15% étaient neufs, directement sortis d'usines européennes. Cette quantification permit non seulement de retracer le parcours des armes, mais aussi de prouver l'implication étrangère, dissociant faits réels et spéculations diplomatiques. Chaque donnée fut ensuite partagée publiquement, donnant au Burkina Faso une crédibilité exceptionnelle dans la lutte contre la désinformation. L'effet fut immédiat. Les médias africains relayaient les chiffres, les gouvernements voisins prenaient conscience de la coordination nécessaire pour contrer les menaces, et les citoyens comprenaient que la surveillance collective et la transparence étaient essentielles pour la sécurité nationale. Enfin, l'approche de comparaison avant et après permit de mesurer la situation. Avant, le pays restait vulnérable à des infiltrations similaires. Après, le contrôle, l'archivage et la transparence instaurée par Traoré réduisaient considérablement les risques futurs. Cette preuve chiffrée transforma un événement isolé en exemple de souveraineté proactive, démontrant que l'information et la discipline sont aussi décisives que les armes elles-mêmes. Face à la révélation du convoi, deux visions s'opposèrent. Le premier point de vue, soutenu par certaines chancelleries occidentales, avançait que le Burkina Faso exagérait la portée du complot pour consolider le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Selon cette perspective, les chiffres étaient interprétés pour créer un récit de menace et légitimer une gouvernance centralisée. En revanche, le second angle, relayé par les médias africains et des ONG régionales, défendait l'authenticité de l'opération déstabilisatrice. Les preuves étaient solides. La coordination de 57 camions venant de routes distinctes, 9 nationalités impliquées et un arsenal évalué à 700 millions de dollars démontraient une planification transnationale minutieuse. Pour ces observateurs, la réaction transparente et méthodique de Traoré prouvait que le pays avait anticipé la menace et pouvait résister efficacement. En confrontant ces deux points de vue, la méthode de Traoré devint un modèle. Chaque accusation occidentale fut traitée avec faits et chiffres, chaque scepticisme fut neutralisé par la publication des numéros de série et des origines des armes. Les décisions prises montraient que la transparence stratégique pouvait servir de rempart contre les critiques et les manipulations, tout en renforçant la cohésion nationale. Les données et la communication furent structurées pour illustrer un raisonnement clair. Si l'on compare la situation avant et après l'opération, la vulnérabilité initiale s'est transformée en contrôle précis, réduisant le risque de futures infiltrations. Traoré réussit à démontrer que le scepticisme pouvait être converti en compréhension et confiance, grâce à l'organisation et à la documentation rigoureuse. Ainsi, en exposant deux arguments opposés, puis en les dépassant avec des preuves, la méthode de Traoré inspira un modèle d'intégrité pour la région. L'opération devint plus qu'une intervention militaire. Elle se transforma en preuve d'une gouvernance méthodique et crédible. Ibrahim Traoré marqua le milieu de l'opération par un constat bref mais percutant. La transparence est notre arme. Cette phrase, d'une seule ligne de moins de 8 mots, synthétisait le virage stratégique. L'impact immédiat fut visible. La population comprenait que la divulgation des faits n'était pas un signe de faiblesse mais un outil de puissance morale. Les jeunes, les fonctionnaires et les militaires intégraient cette leçon dans leur quotidien, transformant chaque acte de vigilance en contribution active à la sécurité nationale. Un changement de perspective émergea également à l'international. Les chancelleries régionales, y compris au Mali et au Niger, observaient attentivement la méthode de Traoré. Le Burkina Faso cessait d'être une simple victime. Il devenait un acteur clé dans la recomposition géopolitique du Sahel. Cette révélation à mi-parcours créa un point pivot. D'un incident isolé, la situation se transforma en symbole de résilience collective et de souveraineté proactive. La phrase concise de Traoré agit comme un rappel que la vigilance et la transparence sont essentielles pour contrer les complots, quelle qu'en soit l'ampleur. Les répercussions de l'opération menée par Ibrahim Traoré se firent sentir à tous les niveaux de la société. Pour les agriculteurs et producteurs locaux, la suspension partielle de l'aide étrangère et les sanctions financières représentaient un défi immédiat. Cependant, la campagne de substitution patriotique lancée par le gouvernement permit de remplacer progressivement les circuits étrangers par des chaînes africaines, entraînant une augmentation de 12%
de la production agricole en 6 semaines. Cette réponse rapide transforma une menace économique en levier de souveraineté. Pour le secteur des entreprises et du commerce, la transparence de Traoré devint un signal clair. Les acteurs économiques étrangers devaient respecter les règles, sous peine de sanctions. La communication ouverte permit de renforcer la confiance des partenaires africains et de stimuler les investissements régionaux, tout en limitant l'impact des pressions externes. Au niveau des institutions publiques et militaires, la révélation du convoi et la documentation systématique des opérations firent évoluer la culture interne. Les fonctionnaires et officiers sur le terrain comprenaient que chaque action devait être conforme à la discipline et à la transparence. L'effet moral fut immédiat, la cohésion nationale se renforça et la population percevait l'armée comme un partenaire fiable, non comme une menace. Enfin, pour la population civile et la diaspora, la démarche pédagogique de Traoré eut un impact profond. Les radios communautaires, les écoles et les campagnes sur les réseaux sociaux sensibilisèrent aux enjeux de vigilance et de souveraineté. Les initiatives artistiques, transformant le métal des armes fondues en cloches et sculptures, symbolisaient le passage de la peur à l'éducation civique. La participation active de la diaspora renforça le sentiment de fierté nationale et la solidarité régionale. Ainsi, les 4 groupes principaux ressentirent directement les effets de la stratégie de Traoré. Les mesures concrètes et la communication transparente permirent de transformer une crise potentielle en une démonstration de résilience et de souveraineté, inscrivant le Burkina Faso comme exemple pour toute l'Afrique. Les actions entreprises démontraient que même face à des pressions massives, un pays pouvait protéger ses citoyens, son économie et son autorité morale. Ibrahim Traoré élabora 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois, préparant le pays à chaque éventualité. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient sa stabilité intérieure. Les réformes administratives progressent, l'armée se modernise grâce au matériel saisi et fondu, et les partenariats africains remplacent progressivement les dépendances occidentales. La discipline et la transparence deviennent les mots d'ordre, consolidant la souveraineté nationale tout en assurant une croissance modérée et stable. Dans le scénario optimiste, la crise accélère l'intégration régionale. Une alliance de résilience africaine émerge avec le Mali et le Niger, favorisant des corridors économiques protégés et un partage des ressources énergétiques. Les générations jeunes perçoivent la naissance d'un panafricanisme pragmatique. Les indicateurs de croissance pourraient atteindre plus 6%, soutenus par les exportations d'or et de coton. L'influence du Burkina Faso s'étend en tant que pôle d'équilibre régional et la coopération sécuritaire renforce la prévention contre de futurs trafics d'armes. Dans le scénario pessimiste, sanctions renforcées, campagnes de déstabilisation médiatique et tensions internes alimentées par des groupes opportunistes. Le pays devrait se refermer pour survivre, limitant temporairement les échanges et l'économie. Cependant, Traoré prévoit de transformer cette pression en levier stratégique. La discipline et la vigilance collective deviennent un outil pour naviguer dans l'adversité et limiter les dégâts. Dans tous les scénarios, une ligne directrice reste préparer, informer et agir avec lucidité. Traoré met l'accent sur la coordination entre l'État, les forces armées et la population pour minimiser les risques et maximiser la résilience. Chaque trajectoire inclut des mesures concrètes pour assurer la sécurité, la continuité économique et la stabilité sociale. Ainsi, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, se dote d'un plan adaptable, capable de répondre à des conditions variées, tout en consolidant la souveraineté et la confiance nationale. Cette anticipation stratégique illustre l'importance de la planification et de la communication dans la gestion de crises complexes. Les actions d'Ibrahim Traoré résonnèrent profondément auprès de la population et de la diaspora. Pour le groupe des jeunes citoyens et étudiants, la pédagogie appliquée transforma l'information en levier d'engagement. Ils participaient activement à la diffusion des faits sur les réseaux sociaux et à la sensibilisation locale, comprenant que chaque contribution comptait dans la défense de la souveraineté nationale. Pour le groupe des fonctionnaires et militaires, la transparence renforça la discipline et la cohésion. Les officiers sur le terrain voyaient leur rôle comme une mission civique et les nouvelles recrues étaient galvanisées par les discours et directives de Traoré. Cette implication directe changea la perception interne.
L'administration et l'armée devenaient des partenaires fiables, responsables de la sécurité collective. Pour la diaspora burkinabé, elle ressentit une fierté renouvelée. Les campagnes de financement participatif, les dons pour la construction d'écoles et la participation à des projets symboliques renforçaient le lien avec le pays et démontraient que l'implication pouvait dépasser les frontières. Dans chaque groupe, le message était clair. La vigilance et la participation citoyenne sont essentielles. Traoré illustra comment une approche humaine, patiente et structurée pouvait transformer la peur en action constructive. Les citoyens comprirent que la souveraineté n'était pas seulement une affaire militaire ou politique, mais un engagement collectif. Ainsi, l'impact de l'action présidentielle va bien au-delà du champ immédiat de la crise. L'approche participative et transparente crée un effet multiplicateur, renforçant la résilience sociale et transformant chaque individu en acteur de la sécurité et du progrès national. Pour garantir la sécurité et la résilience du Burkina Faso, Ibrahim Traoré mit en place un plan structuré en 5 étapes. Première étape, audit complet des chaînes logistiques et militaires. Identifier toutes les dépendances aux fournisseurs étrangers non africains et éliminer les vulnérabilités. Objectif, autonomie complète d'ici 2 ans. Deuxième étape, redistribution des métaux récupérés. Les armes fondues furent transformées en matériaux pour des ponts, dispensaires et infrastructures locales impliquant forges et ateliers nationaux. Troisième étape, intégration de la mémoire politique et de l'économie dans l'éducation. Les écoles enseignent désormais la vigilance et la lucidité collective en parallèle des connaissances traditionnelles. Quatrième étape, coordination régionale. Avec le Mali et le Niger, un comité de veille sécuritaire partage renseignements et signaux d'alerte pour prévenir tout trafic futur, renforçant la coopération et la prévention régionale. Cinquième étape, rapport trimestriel et diffusion publique. Chaque trimestre, un rapport sur les progrès et incidents est publié et débattu à la télévision et sur les radios rurales. La transparence devient ainsi un outil régulier de contrôle et de sensibilisation. Chaque étape précise qui fait quoi, quand et comment mesurer. Audit par les experts militaires, transformation des métaux par les ateliers, suivi éducatif par le ministère de l'Enseignement, veille régionale par le comité bilatéral, diffusion publique et contrôle citoyen pour l'évaluation. Cette feuille de route démontre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un processus mesurable et participatif impliquant l'État, les institutions, les citoyens et les partenaires régionaux. L'action de Traoré illustre comment une stratégie planifiée peut transformer un pays vulnérable en un acteur autonome et résilient face aux menaces externes et internes. Alors que l'opération et la mise en œuvre du plan progressaient, Ibrahim Traoré revint sur les lieux de la première saisie, la place de l'indépendance. Autour de lui, les cloches d'écoles forgées à partir du métal des armes résonnaient à l'unisson, symbolisant la transformation de la peur en espoir. Les enfants chantaient l'hymne national, les anciens versaient des larmes silencieuses. Le geste de faire sonner la première cloche par un élève de 10 ans incarna la participation active de chaque citoyen dans la reconstruction et la mémoire collective. Cet acte simple mais puissant rappela l'importance des officiers et de la cellule de crise dans la sécurisation du pays. La scène illustrait que la souveraineté et la résilience ne reposent pas uniquement sur les décisions politiques ou militaires, mais aussi sur l'engagement émotionnel et collectif de la population. Les symboles de victoire, cloches, sculptures et initiatives éducatives incarnèrent la leçon principale. Chaque citoyen peut être acteur de la sécurité et du progrès national. Cette séquence finale renforça le sentiment de fierté et d'unité, concluant la phase de crise par un message clair. Le Burkina Faso a transformé un piège en fondation, la peur en pédagogie et l'adversité en opportunité. Au terme de cette histoire, Ibrahim Traoré invite chacun à réfléchir à sa propre responsabilité dans la défense de la souveraineté nationale et à participer activement à la vie civique. Les initiatives citoyennes, les actions éducatives et les projets communautaires montrent que la vigilance et l'engagement individuel comptent autant que les décisions politiques. Dans les écoles, les enfants apprennent désormais l'histoire du convoi intercepté comme une leçon de vigilance,
non comme une crise. Les jeunes, les artistes et les habitants transforment ces symboles en projets tangibles, bracelets, fresques et cloches forgées à partir du métal des armes. Ces gestes incarnent la solidarité et la reconstruction collective. Cette approche humaniste rappelle que la souveraineté se construit à travers l'action quotidienne de chaque citoyen. Comment pouvez-vous contribuer à votre manière ? La question ouverte incite à la réflexion et à la participation, renforçant le lien entre le public et la responsabilité civique. Ainsi, le Burkina Faso devient un exemple vivant d'engagement collectif et d'autonomie, où chaque action compte et où la vigilance se transforme en force. La conclusion invite à prolonger cette dynamique au-delà de la vidéo, inspirant le spectateur à s'impliquer et à soutenir le message de Traoré.